En introduction à la halakha, on va essayer un petit peu une petite, pas une biographie, mais une petite généalogie un petit peu de l'histoire de la halakha, comment ça marche. Pour comprendre comment ça marche, on va commencer par la base. Quelques dates concernant l'histoire juive. On sait tous que tout commence par Briat Haolam, d'accord? L'an numéro 1. Tout commence par Briat Haolam, Parashat Bereshit. On sait que, juste pour nous situer un petit peu, le Sefer Bereshit lui-même a duré à peu près, je dis à peu près, 2250 ans. À peu près. D'accord? Ça, c'est le temps de Sefer Bereshit. Depuis la création du monde jusqu'au moment où les Bnei Israël sont descendus en Mitzrayim. Ensuite, dans Sefer Shemot, alors on parle de la période où les Bnei Israël étaient en Égypte, et on parle aussi de la période de Yetziat Mitzrayim, on parle aussi de la période de Matan Torah qui était en 2448, en même temps que Yetziat Mitzrayim. Et ensuite, dans la fin de Sefer Shemot, dans la deuxième partie, on parle de la construction du Mishkan, qui a eu lieu en 2449. Donc, si vous voulez, le Sefer Shemot, c'est à peu près de l'an 2250 jusqu'à 2450 à peu près. Donc, on a à peu près 200 ans dans le Sefer Shemot. Ensuite, on a le Sefer Veikra, où c'est essentiellement des halachot, la halachot des korbanot, la halachot de Touma Vetahara, la halachot de Harayot, dans Haremot Kedoshim, et beaucoup d'autres halachot depuis le Parashat Vaikra jusqu'à Parashat Bechukotai. Ensuite, on commence les Sefer Bamidbar. C'est là où on parle des Masaot, littéralement des voyages dans le Midbar, dans le désert. Ça a duré 40 ans, comme on le sait. Plus précisément, c'est depuis l'an 2449 jusqu'en l'an 2488. Ça, c'est la période du Midbar. C'est la période, la Tkoufa, du Sefer Bamidbar. Et enfin, le Sefer Dvarim, qui a démarré à peu près un mois avant la Ptira de Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est l'année 2488, l'année où Moshe Rabbeinu est niftar, et l'année où les Bnei Israël sont entrés en Eretz Israël. Donc, la Torah, si vous voulez, c'est depuis la Torah dans son sens simple, puisqu'on sait que dans le sens caché de la Torah, eh bien, il y a tous les Doroth. Mais dans le sens simple de la Torah, même si dans la Torah, on ne parle pas que de l'histoire, puisque la Torah est remplie de mitzvot, de tariag mitzvot, elle est remplie de halachot, mais entre autres, il y a aussi l'histoire du Ham Israël qui a démarré donc en l'an numéro 1, comme on l'a dit dans Parashat Bereshit, et qui se finit en l'an 2488 dans Parashat Vezat Abracha, là où les Bnei Israël s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël. Dans Parashat Vezat Abracha, les Bnei Israël ne rentrent pas encore en Eretz Israël, puisqu'on le sait, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a fait rentrer les Bnei Israël en Eretz Israël, c'est Yehoshua Binoun. Mais la Torah finit avec la Ptira de Moshe Rabbeinu qui a eu lieu le Zayin Adar, d'après la plupart des Shitot, 2488. Donc on a presque 2500 ans d'histoire dans la Torah. Ensuite, on passe au Nach. Et comme on le sait, le Nach, ça démarre de Sefer Yehoshua, ça finit Sefer Divrei Yamim. Le Sefer Yehoshua, ça parle essentiellement de l'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël, des guerres qu'ils ont fait quand ils ont voulu conquérir Eretz Israël, et se finit le Sefer Yehoshua avec la Ptira de Yoshua Binoun et de Elazar, le fils de Aaron à Cohen. Et donc, si vous voulez, le Sefer Yehoshua dure, d'après la plupart des Shitot, depuis l'an 2488 jusqu'en l'an 2516. Ça, c'est la période du Sefer Yehoshua. Ensuite, je passe dans les détails, mais on a le Sefer Shoftim. Le Sefer Shoftim, c'est la période des juges. Il y a eu à peu près 13 à 16 juges. Juges, ça dépend qui est nommé comme juge, mais on a entre 13 et 16 juges. Et, et ça démarre donc depuis l'an 2516 jusqu'à l'année
2831. D'accord? On a à peu près plus de 300 ans de Sefer Shoftim. Ensuite, on passe à la période, après les Shoftim, on passe à la période des Nevi'im. On a donc le Sefer Shmuel, qui n'a pas duré très très longtemps, mais on a la période des Nevi'im jusqu'à la période des Melachim. La période de Shmuel Hanavi, c'était en fait, si on commence à partir de Eli à Cohen, qui était avant Shmuel, c'est depuis 2831 jusqu'à 2883 à peu près. Donc on a plus de 50 ans de Tkufa de Nevi'im. Et ensuite, on passe à la Tkufa des Melachim. Et cette Tkufa des Melachim, elle dure jusqu'au Khurban Bayit Rishon. Ça a démarré avec Shaoul HaMelech. Ça a démarré en 2881. Et ensuite, c'était David HaMelech. Et après David HaMelech, il y a eu Shlomo. Et après Shlomo HaMelech, comme on le sait, la Malchut, la royauté, s'est coupée en deux. Il y a eu un Melech pour Shevet Yehuda et Shevet Binyamin, et un Melech pour tous les autres Shvatim, ce qu'on appelle Malchut Israël et Malchut Yehuda. Il y a eu 20 rois de Malchut Israël et 20 rois de Malchut Yehuda. Cette période se finit avec la destruction du premier Beth Amikdash. Quelques dates rapidement, ce n'est pas le moment maintenant, mais on a la construction du premier Beth Amikdash qui a eu lieu en 2928. D'accord? Ça, c'est la date du premier Beth Amikdash et qui a été détruit en, comme tout le monde le sait, 3338, 410 ans. Et ensuite, il y a eu la période de Galut Bavel. Galut Bavel qui a été partagée en deux, une partie de Galut Bavel et une partie de Galut Parasumadai. Ces deux Galouyotes ont duré 70 ans, depuis 3338 jusqu'à 3408. 3408, là, les Bnei Israël ont reconstruit le deuxième Beth Amikdash, qui a duré 420 ans jusqu'à l'année 3828. Maintenant, donc, durant toute la période du premier Beth Amikdash, depuis Shaoul HaMelech, il y a eu les Melachim. Il y a eu les Melachim, Malchei Yehuda, Malchei Yisraël, comme on l'a dit. Malchei Israël sont partis en galoute 133 ans avant le Khorban de souvenir. Et Galut Yehuda, ça veut dire Malchei Yehuda, eux sont partis en galoute au moment du Khorban Beth Amikdash Rishon, donc en 3338. Je passe sur les détails. En vérité, il y a eu 3 étapes dans la galoute de Israël, donc des 10 Shvatim, ce qu'on appelle la Aseret Shvatim. Il y a eu 3 étapes. Première étape, c'était en 3187, la deuxième en 3195 et la troisième en 3205. Ça, ce sont les 3 étapes de galoute Israël. C'est quand, au départ, en 3187, la première étape, il y a eu 3 Shvatim qui sont partis en galoute. La deuxième étape, encore 3 Shvatim qui sont partis en galoute. Et le reste des Shvatim qui est parti en 3205 en galoute. Ça, c'était concernant les 10 Shvatim, ce qu'on appelle Aseret HaShvatim, ce qu'on appelle Yisraël, Malchut Israël. Concernant Malchut Yehuda, donc c'est Shevet Yehuda et Shevet Binyamin, eux aussi ont eu 3 étapes dans leur galoute avant le Khorban Beit Rishon. Il y a eu 3 étapes aussi. Rapidement, c'est 3319, c'est la première étape. La deuxième, c'est 3327. Et la troisième, c'est 3338. Ça, c'est juste quelques dates rapides. Si vous voulez, un jour, on pourra en détailler un peu plus. Mais ça, c'est pour nous situer un petit peu dans la période du premier Beth Amikdash. Donc, comme on l'a dit, le premier Beth Amikdash a duré de 2928 à 3338. Ça, c'est le premier Beth Amikdash. À l'époque du premier Beth Amikdash, c'était la Tkufa des Melachim. Ensuite, c'était fini les Melachim. On passe à la Galout Bavel. Et c'est presque au début du deuxième Beth Amikdash, qui a démarré en 3408, que là a commencé la période des Tanaïm. D'accord? On sait qui était le premier Tana. Le premier Tana, c'était Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, qui est cité dans les Mishnayot. Shimon HaTzadik aya mishéare Knesset Agdola. La Knesset Agdola, c'était 120 Nevi'im. 120 Nevi'im qui étaient donc durant toute la période de la Galoute Bavel et au début du Bayit Sheni.
cette période de Anshe Knesset Agdola, qui d'ailleurs, eux, ont rédigé la Tfila, c'est fini. Elle s'est finie, cette période, en 3442. 3442, c'est 34 ans après la construction du deuxième Beth Amikdash. Et j'ai juste oublié de préciser, la période de Purim, cette période de Purim, c'est la fin de Galout Bavel, avant la construction du deuxième Beth Amikdash. D'accord ? Toute l'histoire de Purim a commencé en 3400, on va dire 3400. Le début de la royauté d'Achashverosh était en 3392. Voilà. Ça, c'est le début de la royauté d'Achashverosh, 3392. Ensuite, l'histoire de Purim a duré quelques années. Achashverosh a régné 14 ans et on a construit le deuxième Beth Amikdash en 3408. Comme on l'a dit, 34 ans après la construction du deuxième Beth Amikdash, c'est fini la période d'Anshe Knesset Agdola. Et c'est là où a commencé la période de Malchut Yavan. Malchut Yavan. Les 10 Shvatim, ils ont disparu. Ils ont disparu. Ils ont disparu vers la fin du premier Bayit Rishon. Et ceux qui sont revenus après Purim, enfin, dans les 34 ans qui ont suivi, tout le monde est revenu ou pas? Pas tout le monde est revenu au début de Beth Amikdash. Non, pas tout le monde est revenu. Une partie des Shvatim seulement est revenue pour le deuxième Beth Amikdash. Yehuda Binyamin, certains disent aussi une partie des autres Shvatim. On ne sait pas exactement qui est revenu. Comme... Alors ça aussi, les Midrashim disent qu'on ne sait pas où ils sont tous. La Seret Shvatim, on ne sait pas forcément où ils sont. Alors une partie est restée en dehors de Eretz Israël. Voir Sefer Ezra et Nehemia. En tout cas, donc le début de la Tkoufa des Tanaïm, c'est en 3442, au même moment où a démarré Malchut Yavan, donc la royauté les Grecs. Ça a commencé en 3442, 34 ans après la construction du deuxième Beth Amikdash. Et cette période de Malchut Yavan a duré jusqu'à l'année 3621, qui est l'histoire de Hanouka. 3621, ça donne à peu près la moitié du Bayit Sheni. Parce que le Bayit Sheni a démarré en 3408, il a été détruit en 3828, il a duré 420 ans, et la période de Hanouka, c'était 3621. Ça, c'est la fin de Malchut Yavan. Ensuite, après Malchut Yavan, a commencé l'histoire des Hashmonaïm, et en parallèle, Malchut Romi. Malchut Romi sur le clan Israël. Je passe tous les détails de Bayit Sheni. On arrive à la fin du deuxième Beth Amikdash. La fin du deuxième Beth Amikdash, 3828, c'est là où les Tanaïm se retrouvent sans le Beth Amikdash et ils décident de rédiger la Mishnah. Comme on l'a dit, la Tkoufa, la période des Tanaïm, a démarré déjà 34 ans après la construction du deuxième Beth Amikdash. Il y a eu pas mal de Tanaïm durant tout le long du deuxième Beth Amikdash, mais par exemple, Rabban Yochanan ben Zakkai faisait partie des Tanaïm qui étaient à la période du Chorban Beth Amikdash. Rabbi Akiva aussi, Rabbi Akiva était après. La période des Tanaïm, la naissance de Rabbi Yehuda Hanassi, c'était en 3880. Rabbi Yehuda Hanassi qui a rédigé les Mishnayot. Les Mishnayot, les Tanaïm existaient bien avant, juste que Rabbi Yehuda Hanassi a décidé de rédiger toutes les Mishnayot pour rassembler tout ce que les Tanaïm nous avaient enseigné. Lui, il est né en 3880. Maintenant, après cette première partie d'introduction, la période des Tanaïm a duré à peu près 500 ans. La période des Tanaïm a duré 500 ans, depuis 3442, comme on l'a dit avec Shimon HaTzadik, jusqu'à l'année 3948, là où la Mishnah a fini d'être rédigée. 3948.
D'accord? D'après la plupart des Shittot. C'est une marloquette, mais d'après la plupart des Shittot, la Mishnah a fini d'être rédigée en 3948. C'est là où se finit la période des Tanaïm qui a duré 500 ans à peu près. Il y a eu 11 générations dans la période des Tanaïm. 11 générations depuis, donc durant ces 500 ans, il y a eu 11 générations. 11 générations. Le premier d'or, c'était Shimon HaTzadik. Ensuite, il y a eu Antignos Ish Socho. Ensuite, il y a eu aussi Ben Yozer et Yossi Ben Yochanan, comme on le voit dans Masechet Avot. Quatrième génération, c'était Yochanan Ben Matatia, Yoshua Ben Perachia, Nitaya Arbeli. Ça, c'est la quatrième génération. La cinquième, c'était Chonia Maagel, Yehuda Ben Tabai, Shimon Ben Shatar. Ça, c'était la cinquième génération. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la septième génération, c'est Shammai, Hillel, Bet Shammai, Bet Hillel, c'est la septième génération des Tanaïm. Et ainsi de suite, jusqu'à la quatrième génération, donc la 11e génération en vérité, depuis le début des Tanaïm, qui est la quatrième après la Khorban Bet Amikdash. Là, il y a eu Rabbi Yehuda Nassi, Rabban Gamliel, Rabbi Shimon Bar Yochai, jusqu'à la fin des Tanaïm, là où donc a été rédigée la Mishnah en 3948, comme on l'a dit. Ensuite, dès le lendemain de la Mishnah, eh bien, démarre la période des Amoraïm. La période des Amoraïm, c'est ceux qui ont rédigé la Gemara. Ceux qui ont rédigé la Gemara, on sait qu'il y a eu deux Gemarot, deux chasses, celui de Bavel et celui de Yerushalayim, d'où Bavli et Yerushalmi. C'était en parallèle. Le Talmud Yerushalmi a fini d'être rédigé avant le Talmud Bavli. Le Talmud, donc le début des Amoraïm, c'est en 3949. Le Talmud Yerushalmi a fini d'être rédigé en 4128. Donc ça veut dire qu'il a fini d'être rédigé à peu près 200 ans après le début de la période d'Amoraïm. Alors que le Talmud Bavli, lui, a fini d'être rédigé en 4228, ce qui veut dire à peu près 300 ans après le début de la période des Amoraïm. La période d'Amoraïm a duré en tout et pour tout à peu près 280 ans, si on veut être précis, depuis 3949 jusqu'à 4228. D'accord? Donc les Amoraïm, ça a démarré en 3949 et ça finit avec la fin de la rédaction du Talmud Bavli en 4228. En tout, à peu près 280 ans. Donc les Tanaïm, c'était 500 ans et les Amoraïm, c'est 280 ans. Il y a eu 40 Dorot, 40 générations, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Ravashi. Moshe Rabbeinu, c'était donc à l'époque de Matan Torah. Il est niftar en 2488, comme on l'a dit, et jusqu'à la fin de la Gemara, qui a été rédigée par Ravina et Ravashi, nous avons 40 générations. C'était donc depuis 2488 jusqu'à 4228, près 1800 ans à peu près 1800 ans. Il y a deux Talmuds parce qu'il y en a qui sont restés en Israël et d'autres qui se font. Voilà, exactement. Ensuite, après la période de la Gemara, donc après 4228, commence la période de ce qu'on appelle les Rabbanan Svorae. Rabbanan Svorae, ça s'écrit Rabbanan, donc comme on l'entend, Svorae Samervet Resh Aleph Yud. Samervet Vav Resh Aleph Yud. Rabbanan Svorae. Rabbanan Svorae, c'était depuis les enfants des Amoraïm, et ainsi de suite. Cette période a duré 110 ans à peu près, jusqu'à 4348. Donc depuis 4236 jusqu'à 4348, c'était la période des Rabbanan Svorae. Rabbanan Svorae, ils ont un poids plus que les Rishonim. C'était des enfants d'Amoraïm. Parfois, ils sont même cités dans la Gemara. On les trouve parfois dans la Gemara, d'après certaines versions. C'était donc la période qui a suivi la période du chasse, la période des Amoraïm. Comme on l'a dit, cette période a duré à peu près 110 ans. Et on ne connaît pas tous les noms des Rabbanan Svorae. On en connaît une partie. Quelques noms connus. Alors, on en connaît le premier il s'appelle Rabbi Yossi Rosh Rabbanan Svorae.
s'appelait Rabbi aussi. Le deuxième, c'est Rabbeinu Sama. Le troisième, un autre Ravachai, pas Ravachai Gon, Ravachai. Il y a un Ravuna aussi qui est connu, Rav Rechumi. Je ne sais pas si ça vous dit beaucoup, tous ces trucs-là. Non, ceux-là, non. Ceux-là ne sont pas. Ils sont cités dans la Higueret qui a été rédigée par Rav Shrira Gaon. Rav Shrira Gaon, c'est la période après le Rabbanan Tzvore'e. Il a fait une liste des Rabbanan Tzvore'e. Je passe sur cette période qui a donc duré 110 ans à peu près, comme on l'a dit, depuis 4236 jusqu'à 4348. Et là, on commence la Tkoufa des Géonim. La Tkoufa des Géonim, c'est là où ils ont commencé à rédiger des Sfarim après la Gemara. Les Rabbanan Tzvore'e n'ont pas rédigé trop de Sfarim, en tout cas on ne les connaît pas. Mais les Géonim ont commencé à rédiger des Sfarim. Ils ont commencé à répondre aux questions. D'accord ? Quand ils recevaient des Shelot, ils écrivaient les réponses. Et on a des Tshuvot de Géonim. Tshuvot de Géonim, cette Koufa a démarré en 4349 et elle a duré à peu près 450 ans, jusqu'à 4800 à peu près. Depuis 4349 jusqu'à 4800, donc on en est à 450 ans de Géonim. Cette Koufa de Géonim est très importante parce que c'était la première Koufa après la Gemara où les rabbanim ont été éparpillés et ils ont commencé à répondre aux questions qu'ils recevaient de tout le monde et rédiger des tshuvot, des sfarim. On connaît le fameux Rav Shrira Gaon, on connaît le Rav, le Baal Alachot Gedolot, le Rav Hai Gaon, Rav Achai Gaon, Rav Amram Gaon, et qui d'autres on connaît aussi. Ils étaient éparpillés. Il y en a qui étaient à Soura, il y en a qui étaient à Pumpedita. Ce sont des endroits surtout dans l'est. Le dernier Gaon, c'est celui qui est connu par Rav Hai Gaon. Le nom de Rav Hai Gaon, c'est lui qui a fini la Tkoufa des Géonim qui a duré 450 ans. Rav Hai Gaon, qui était le fils de Rav Shrira Gaon. C'était le fils de Rav Shrira Gaon. Donc on en a pour 450 ans. Comme on l'a dit, les Tanaïm 500 ans, les Amoreim 280 ans, Rabbanan Tzvore'e 110 ans et les Géonim 450. Voilà. Et là, après les Géonim, commence la période des Rishonim, qui eux étaient encore plus éparpillés dans le monde que les Géonim. Les Géonim étaient assez regroupés dans l'Est, Bavel, Soura, Pumpedita, etc. Alors que les Rishonim, eux maintenant, comme on connaît l'histoire, eux ils étaient éparpillés dans tout le monde entier. L'Europe surtout, beaucoup, et ils n'étaient pas en Amérique, mais dans l'Europe, ils étaient éparpillés. Et on commence une grande Koufa des Rishonim. On a l'habitude de dire que les Rishonim, cette période commence vers l'an 4800. Donc ça donne à peu près il y a 1000 ans. En 4800. On dit que le premier Rishon, c'est Rabbeinu Gershon. Rabbeinu Gershom avec Rabbeinu Hananel. C'est eux les premiers Rishonim. Je dis juste la fin de la Troufa des Rishonim avant de reprendre les noms des Rishonim, puisque ceux-là, on veut les connaître bien comme il faut. Cette période des Rishonim a duré aussi 450 ans, depuis 4800 jusqu'à 5250. 450 ans. Parmi les Rishonim, alors, on a au début, comme j'ai dit, Rabbeinu Gershom et Rabbeinu Hananel. Ensuite, nous avons le Rif. Je dis que les noms très connus. Nous avons le Rif qui était à peu près en 4773 et quelques années plus tard, vers 4800, il y a la naissance de Rashi. La naissance de Rashi qu'on étudie tous les jours, qui était le Talmid de Rabbi Yaakov ben Rabbi Yakar, ainsi que de Rabbi Yitzhak ben Rabbi Yehuda, ainsi que de Rabbi Yitzhak Halevi, qui eux-mêmes étaient des Talmidim de Rabbeinu Gershom. Ensuite, après Rashi, alors je passe sur pas mal de Rishonim. On a le petit-fils de Rashi qui s'appelle le Rashbam, qui est né 40 ans après Rashi, lui aussi très étudié. Rashbam, le Rashbam. Oui, aussi Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il est venu après. Il est né à peu près 60 ans après Rashi. Donc, Rabbeinu Tam et le Rashbam étaient des petits-fils de Rashi. Nous avons le Ravad. On sait tous qu'il y a 3 Ravad. Le Ravad qu'on a l'habitude d'étudier en parallèle avec le Rambam, c'est ce qu'on appelle le 3e Ravad. Lui, il est né en 4880. Et je continue, nous avons le Rambam. Le Rambam, lui, on sait qu'il est né à la fin vers la fin de 4800, c'est-à-dire on dit à peu près 4898. C'est la naissance du Rambam. Donc c'est 100 ans après le début de la période des Rishonim. Et
qui on va citer encore le Ramban qui est né lui en 4954 à peu près. Ensuite, nous avons le Rashba aussi très étudié, qui est né en 4995, c'est déjà 200 ans après la période des Rishonim, après le début des Rishonim. Et on a le Ritva qui est à peu près en 5010, après le Rashba. Et le Rosh aussi qui est né en 5010. Le Rosh qui était le père du Tour, le Tour qui est né en 5029, à peu près. Je passe jusqu'à la fin des Rishonim, comme on l'a dit, 5250 à peu près. Et là commence la période des Acharonim. Non. Plus on est avant, et plus ils ont du poids. Mais on a l'habitude quand même de les classer ensemble. C'est 450 ans, on les classe ensemble. Et là commence la dernière période, celle qui a démarré en 5250, celle d'Acharonim. Alors, on a l'habitude de classer le Barthénora, premier Acharon, même si lui, il est né en 5200 et qu'on fait démarrer la période Acharonim en 5250, c'est à peu près, il n'y a pas de halakha dans ça, c'est à peu près, la période Acharonim a démarré en 5200, Barthénora 5200 et en 5250, la période Acharonim a commencé, et Barthénora est né en 5200. Et là, voilà, là aussi, on a pas mal de Acharonim. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qui est né en 5248. Donc, au début d'Acharonim. Je dis que la période d'Acharonim a démarré en 5250. On peut dire qu'elle a démarré entre 5200 et 5250. On a l'habitude de dire que le Barthénora, le Shulchan Aruch font partie des premiers Acharonim. Donc, comme on l'a dit, le Barthénora est né en 5200, le Shulchan Aruch en 5248. Et là, on continue la suite d'Acharonim. L'Acharonim, comme par exemple, vous avez le Shita Mekubetset qui est né en 5280, qui était le Rav du Harizal. Shita Mekubetset, c'était le Rav du Harizal. Et le Rama sur le Shulchan Aruch, qui lui est né en 5285. On a le Harizal qui est né en 5294. Au début de la période d'Acharonim. Et ainsi de suite, pas mal d'Acharonim. Je passe le Maharsha, par exemple, qui est né en 5315. Le Bach, puisqu'on l'a étudié cette semaine, en 5321. C'est déjà presque 100 ans après le début de la période des Acharonim. Le Taz, qu'on étudie avec le Shulchan Aruch, qui est né en 5346. Ainsi de suite. Je passe sur tout l'Acharonim parce qu'il y en a beaucoup. Le Or HaChaim HaKadosh, 5456, c'était sa naissance. Et le Ramchal, 5467. Beaucoup d'Acharonim qu'on a l'habitude d'étudier. Et j'arrive jusqu'au Mishnah Brura. Le Mishnah Brura, qui est né en 5000 Chafetz Chaim, en 5599. 5599, c'est la naissance du Chafetz Chaim. Donc, il y a à peu près presque 180 ans presque. 180 ans. C'était donc le Chafetz Chaim. Vous avez le Ben Ishraï qui est né en 5595, 4 ans avant le Chafetz Chaim. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, le Chazon Ish, qui était donc de la génération d'avant, qui est né en 5639. Donc voilà un petit peu une vue rapide de la période des Rishonim et d'Acharonim. Tout ça pour bien comprendre le fonctionnement d'une Sugya. Pourquoi ? Parce que quand on fait une Sugya, il est important de savoir où est-ce qu'on est. Alors on étudie la Gemara. La Gemara, on l'a compris. La Gemara, c'était donc la période après les Tanaïm, qui a duré 280 ans, la période des Amoraïm. Et comme on l'a dit, après la Gemara, il y a eu la Rabbanan Svoré, mais ça c'était une petite période de 110 ans, a commencé la période des Géonim, Rishonim et Acharonim. Ces trois, Géonim, Rishonim, Acharonim, passent leur temps à expliquer la Gemara. Ils expliquent la Gemara. Maintenant, quand on explique la Gemara, il y a deux halakim. Premier halak, c'est l'explication même de la Gemara, du raisonnement de la Gemara. Et ça, comme on a l'habitude, Rashi, Tosfot, Rashba, Ramban, Ritva, Ran, Meiri, et ainsi de suite, ce sont des Rishonim qui expliquent la Gemara. Mais il faut savoir que dans les Rishonim, il y a une deuxième partie, c'est les dinim qui ressortent de la Gemara. Les dinim qui ressortent de la Gemara dépendent de l'explication de la Gemara. Et ça aussi, il y a des Rishonim qui se sont plus concentrés sur l'explication même de la Gemara et d'autres Rishonim qui se sont plus concentrés sur les dinim qui ressortent de la Gemara. Le Rashba, par exemple, lui, il a rédigé des livres, Chidouché à Rashba, qui expliquent le pshat de la Gemara, et il a rédigé des livres
qui résument les dinim qui ressortent de la Gemara, comme par exemple Torah Tabaït, Avodat HaKodesh, etc. Ce sont des sfarim que le Rashba a rédigés qui résument les dinim qui ressortent de la Gemara. On a aussi le Ramban a écrit aussi des halachot qui ressortent de la Gemara, le Ravad et le Rambam. Le Rambam, toutes les halachot que le Rambam a écrites, ce sont des halachot qui ressortent de la Gemara. Le Rambam a puisé sa halachot dans la Gemara et il a écrit des halachot. Donc on a des rishonim qui se sont plus concentrés sur l'explication de la Gemara et d'autres rishonim qui se sont plus concentrés sur les dinim qui ressortent de la Gemara. Quand on étudie une sugya, alors quand on fait une vraie sugya beiyun comme il faut depuis le début jusqu'à la fin, eh bien après avoir étudié la Gemara, on étudie les rishonim, mais les deux parties des rishonim. Première partie, c'est l'explication de la Gemara. Deuxième partie, c'est les dinim qui ressortent de la Gemara. On a étudié par exemple l'histoire de Yahin, l'histoire de Shemen Zayit, l'histoire de Pessah. Est-ce qu'on a le droit de boire du vin avant Pessah? On peut expliquer la Gemara de plusieurs manières, comme on l'a dit, et ensuite on peut aussi résumer les dinim qui ressortent de la Gemara. Et c'est ce que le Rambam a fait, le Rif a fait. Le Rif a résumé les dinim qui ressortent. Le Rambam, le Rosh, le Rashba, ça ce sont des rishonim qui ont résumé les dinim qui ressortent de la Gemara. Donc quand on fait une suga, on doit étudier en même temps les rishonim qui expliquent la Gemara et en même temps les rishonim qui résument les dinim qui ressortent de la Gemara. Ensuite, quand on a fini l'étape des rishonim, alors on passe au acharonim. On passe au acharonim. Alors évidemment, dans l'acharonim, il y a des centaines et des centaines d'acharonim. Là aussi, on trouve d'acharonim qui expliquent la Gemara et on trouve d'acharonim qui discutent sur les dinim que les rishonim ont résumés. Bien sûr, parfois pas autrement. Ils rajoutent des choses que les rishonim n'ont pas parlé. Ils peuvent poser des questions sur les rishonim. Ils peuvent amener des rayot pour l'un plus que l'autre, etc., etc. On a l'habitude, en général, un acharon ne peut pas être cholek sur un rishon. Comme ce qu'un rishon n'est pas cholek, fais attention de ne pas être cholek sur des géonim. Toujours, les acharonim ne sont pas cholkim sur les rishonim pas sur les géonim, les amoreim n'étaient pas cholkim sur les tanaïm. Comme on voit la Gemara, à chaque fois qu'un amoreim dit quelque chose et que ça paraît contredire une braïta, la Gemara pose la question, parce que les amoreim ne peuvent pas contredire les tanaïm. Plus on remonte et on ne peut pas être cholek. Donc, quand on fait la suga, on a les rishonim, on a l'acharonim. Maintenant, l'acharonim, ça va jusqu'aujourd'hui, dans les yeshivot, les rashi yeshivot, des pirushim dans la Gemara, des ma'alchim, pour être mechashben, entre tel rishon, des questions, des réponses, etc. Ça, c'est plutôt le côté explication de la Gemara. Je reviens au côté halacha. Comme on l'a dit, quand on fait la suga, on étudie la Gemara. Quand on finit d'étudier une Gemara, avant même d'ouvrir les rishonim, il est important de se résumer à soi-même les dinim qui ressortent de la Gemara. Pourquoi? Si on veut être sûr qu'on a bien compris la Gemara, eh bien, on résume les dinim qui ressortent de la Gemara, et ensuite on va essayer de comparer avec les rishonim, comment eux ont résumé les dinim qui ressortent de la Gemara. Et là, on va voir si on s'est trompé ou pas. Donc, première étape, j'étudie une Gemara, je résume les dinim qui ressortent de la Gemara. J'ai étudié une Gemara qui me dit que beaucoup de vin, ça ouvre l'appétit, peu de vin, ça rassasie. Eh bien, je me résume les dinim. Cela veut dire a priori que Erev Pessah, je peux boire une grande quantité de vin, mais je ne peux pas boire une petite quantité de vin. Ça, c'est ce que moi, je me résume. Ensuite, j'ouvre les rishonim et je vois, est-ce que j'ai raison ou j'ai pas raison? Et là, je vois que c'était pas tellement évident. Je vois que Tosfot, il est d'accord avec ça. Parce que Tosfot, c'est comme ça qu'il résume la Gemara. Mais quand j'arrive au tour, je vois qu'il n'a pas compris comme ça la Gemara. Et c'est là où j'essaie de comprendre comment le tour, il a lu la Gemara. Et comment je fais pour savoir comment le tour, il a lu la Gemara? Alors, je vois autour du tour. Et je vois que les Mefarshim expliquent comment le tour a lu la Gemara. Et je peux même essayer de chercher et de trouver dans les Rishonim une source à cette lecture. Et c'est là où je tombe sur le Ravia. Et je vois que le Ravia, il a expliqué la Gemara comme ce que le Bach a proposé d'expliquer la Gemara d'après le tour. Le Ravia, qui était un Rishon, il a expliqué la Gemara différemment de Tosfot. Donc j'ai trouvé dans les Rishonim une source à ce que le Bach explique dans le tour. Je reprends. Donc d'abord, première étape quand je fais une Gemara, après avoir bien compris la Gemara, expliqué la Gemara, avoir ouvert les Rishonim, la Chaonim pour comprendre le pshat de la Gemara, je veux maintenant arriver à la halacha. Pour arriver à la halacha, je résume les dinim qui ressortent de la Gemara. Après avoir résumé les dinim qui ressortent de la Gemara, j'ouvre les Rishonim. Dans les Rishonim, comme on l'a dit, le Rif, le Rambam, le Rosh, ce sont les Rishonim essentiels qui résument les dinim qui ressortent de la Gemara. Quand j'ai fini avec les Rishonim, à ce moment-là, j'ouvre le tour. Le tour, c'est le premier qui a rédigé les halachot qui ressortent de la Gemara, mais selon un ordre précis de simanim.
c'est lui qui a rédigé les simanim. C'est lui qui a inventé les simanim. Or HaChaim, Yoredea, Even Ezer, Choshen Mishpat, Siman Elef, Bet Gimel Dalet, etc. Ça, c'est le Tour qui les a inventés. Le Tour, lui, il a pris tous les dinim. Souvent, il a pris les dinim de son père, le Rosh. Jusque le Rosh, il les a rédigés Al-Seder Agmara. Lui, il les a rédigés Al-Seder Simanim. Et c'est là où on se retrouve avec Arba Chelke, Tour ve Shulchan Aruch, ça veut dire Or HaChaim, Yoredea, Even Ezer et Choshen Mishpat. Or HaChaim, c'est ce qui concerne essentiellement Seder Moed, Even Ezer Nashim, Choshen Mishpat, c'est un Nezikin, Yoredea, c'est tout ce qui est Yisur Ve'eter, Masechet Chulin, Masechet Avodah Zara, etc. Quand j'ai fini de voir le Tour et que je vois comment le Tour il a écrit la halachot, à ce moment-là arrive le Bet Yosef et le Bach. Le Bet Yosef et le Bach sont des Mefarshim qui expliquent le Tour. Ils expliquent le Tour. Et ils comparent le psak du Tour au psakim des autres Rishonim. Donc on essaie de comprendre pourquoi le Tour il a tranché comme ça, alors que dans les Rishonim on trouve une discussion. Donc là on passe au Bet Yosef et au Bach. Comme on l'a dit, le Bet Yosef et le Bach appartiennent à la période des Acharonim, assez au début des Acharonim. Alors que le Tour, lui, faisait partie de la période des Rishonim. Oui, Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo qui a rédigé 3 Sfarim, un sur le Tour qui s'appelle Bet Yosef, un sur le Rambam qui s'appelle Kesef Mishneh, et après avoir rédigé tout ça, il a fait lui-même un résumé de son pirouche à lui, qu'il a nommé Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch, en vérité, c'est le résumé de son pirouche sur le Tour et de son pirouche sur le Rambam. Et quand on veut bien comprendre le Shulchan Aruch, qui écrit qu'une seule phrase, en vérité, c'est sa maskana, c'est sa conclusion. Dans le Bet Yosef, il a cité plusieurs shitot. Il a expliqué la shita du Tour. Il a comparé la shita du Tour à la shita des autres Rishonim. Il a tranché. Et dans le Shulchan Aruch, il nous met la réponse finale. Voilà ce qu'il faut faire. Vous verrez dans le Shulchan Aruch, est-ce qu'on a le droit de boire du vin Erev, Pesach ou pas? Le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Ça dépend si c'est beaucoup ou un petit peu. Alors, nous qui avons étudié la Sugya, il dit ça, non? Ou il dit pas ça? Alors, il dit pas ça. S'il y a une discussion, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? On va ouvrir. Asur le'echol, aval ochel me'at perot ve'rakot, aval im ratza lishtot yain arbe shotem, pnei shekshu shote. Donc seulement beaucoup. On ne peut boire que beaucoup du vin, que beaucoup de vin. Comme Tosfot, bravo, contre le Tour. Donc le Shulchan Aruch, maintenant nous, on lit le Shulchan Aruch, on comprend rien, mais en vérité, on ouvre le Bet Yosef, et dans le Bet Yosef, on voit, il cite le Tosfot, il cite le Tour, il demande sur le Tour pourquoi tu ne tiens pas compte de Tosfot, Mordechai, etc. Donc on voit que le Bet Yosef, lui, il voulait dire comme Tosfot. Et c'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, il nous a écrit une phrase, sans nous dire c'est qui, sans rien nous dire, mais en vérité, il a pris son psak de Tosfot. J'y arrive. Ensuite, après Kesef Mishneh sur le Rambam, le Bet Yosef sur le Tour et le Shulchan Aruch. Il y a aussi d'autres, il y a le tshuvot du Bet Yosef, ce qu'on appelle Avkad Rochel et d'autres sfarim, mais essentiellement, c'est ça les 3 sfarim du Bet Yosef. Ensuite, quand on arrive, on a fini le Tour avec le Bet Yosef et le Bach. On a compris d'où viennent les psakim du Tour. Alors, on vient maintenant au Shulchan Aruch et on va voir sa conclusion. Le Shulchan Aruch, lui, il a gardé le même ordre que le Tour. Il a écrit les simanim dans le même ordre que le Tour, juste qu'il n'a pas gardé les psakim du Tour. Comme on l'a dit, le Shulchan Aruch, il n'était pas toujours d'accord avec le Tour. Le Tour, il va souvent comme le Rosh, le Shulchan Aruch, il aime bien le Rambam et le Rif, etc. Il y a d'autres klalim, comment être posek quand on a une marloquette. Mais l'ordre des simanim, c'est le même. C'est toujours Siman Aleph, Ilchot, Anhagat Adam Baboker, Siman Chetz, Ilchot Tzitzit, Siman Chafes, Ilchot Filin, etc., etc. Quand on ouvre le Shulchan Aruch, là, on a une multitude de Mefarshim qui expliquent le Shulchan Aruch ou qui sont cholkim sur le Shulchan Aruch. On a le Magen Avraham et le Taz dans Or HaChaim, on a le Sma et le Shach dans Choshen Mishpat qui sont autour du Shulchan Aruch, on a dans Even Ezer le Bet Shmuel et le Chelkat Mechokek, dans Yoreda aussi on a le Shach avec le Taz, etc. On a une multitude d'Acharonim qui expliquent le Shulchan Aruch ou qui sont cholkim. Comme on a dit, Magen Avraham, Taz, Elia Rabbah, Chacham Tzvi, les Vouch, c'est rempli de Acharonim qui expliquent le Shulchan Aruch. Autour du Shulchan Aruch, vous ouvrez un Shulchan Aruch, vous en avez plein. Et il n'y a pas que ce qu'il y a autour du Shulchan Aruch, on a des centaines de Sfarim d'Acharonim qui discutent sur les psakim du Shulchan Aruch. Ad Sheigia, le Mishnah Brura, comme on l'a dit, il est né vers 5600. Le Rama, j'ai sauté le Rama. Le Rama aussi, à l'époque du Shulchan Aruch, le Rama,
juste après le Shulchan Aruch. Si c'est Sfarad, hein, tu commences pas. Le Rama, il avait rédigé aussi les halachot. Lui-même avait fait un sikoum des halachot. Et quand il a découvert le Sefer du Shulchan Aruch, alors il a annulé son Sefer et il a décidé simplement de mettre des annotations autour du Shulchan Aruch quand il n'est pas d'accord. Le Rama lui-même a écrit un pirouche sur le tour qui s'appelle le Darkei Moshe et des agaot sur le Shulchan Aruch qu'on appelle agaot Arama. C'est là où d'où la différence entre les minagim ashkenaz et les minagim sfarad, parce que dans les pays sfarad, ils ont pris sur eux de suivre les psakim du Shulchan Aruch, alors que dans les pays ashkenaz, ils ont pris sur eux de suivre la coutume du Rama. Et donc dans le seif du Shulchan Aruch, on a toujours le Shulchan Aruch avec les annotations du Rama qui viennent ou compléter ou discuter avec le Shulchan Aruch. Ensuite, donc tout au long des Dorot, évidemment, il y a eu les poskim sfarad, les poskim ashkenaz, dans cette période d'Acharonim, jusqu'à ce qu'on arrive, je saute pas mal d'Acharonim, mais... Il y a une différence parce que le Sifkaro avait une chita. Ouais, voilà, et ça dépend aussi des minagim. La différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim commence déjà à l'époque des Rishonim. Dans les pays Ashkenaz, ils ont suivi leur rabbanim, dans les pays Sfarad, ils ont suivi leur rabbanim. Ce qui fait qu'il y a eu plusieurs minagim jusqu'à ce qu'est arrivé le Shulchan Aruch et le Rama, et ils ont fait un peu d'ordre. Ils ont dit que c'est quoi les différents minagim. Je saute donc depuis le Shulchan Aruch jusqu'au Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, c'est un sikoum, un résumé de la plupart ou des acharonim essentiels qui sont autour du Shulchan Aruch. Plus une psika, une achra'a. Quand il y a une marloquette, parfois il tranche comment est-ce qu'il faut se comporter. Ça, c'est le Mishnah Berurah. L'étude du Mishnah Berurah ne dépend pas de Sfarad ou Ashkenaz, parce que le Mishnah Berurah, en majorité, c'est un résumé des mefarshim autour du Shulchan Aruch. Quand il s'agit de la psika, alors effectivement, les Sfaradim n'ont pas toujours l'habitude de suivre le Mishnah Berurah. Ils ont plutôt l'habitude de suivre leur poskim à eux. Ça dépend des endroits. Chez les Sfaradim, on a les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. Les pays de l'Est vont souvent comme le Ben Ishraï, les pays de l'Ouest un peu moins. Encore en Afrique du Nord, par exemple, ils ne faisaient pas souvent comme le Ben Ishraï, pas toujours comme le Ben Ishraï, des endroits où pas du tout comme le Ben Ishraï. Je ne rentre pas dans les détails, mais si vous voulez, ça c'est la présentation un petit peu d'une Suga. Donc, en résumé, on commence la Gemara, on explique la Gemara, on ouvre les Rishonim et l'Acharonim pour bien comprendre l'explication de la Gemara. Ensuite, on résume les dinim de la Gemara, les dinim qui ressortent de la Gemara. On ouvre les Rishonim pour voir comment eux ont résumé les dinim de la Gemara. Ensuite, on ouvre le tour pour voir comment le tour il a tranché parmi ces Rishonim-là. On voit les Mefarshim autour du tour pour voir comment eux ils analysent l'histoire, comment ils expliquent le tour et est-ce qu'ils sont d'accord avec le tour. Ensuite, on ouvre le Shulchan Aruch, on voit comment le Shulchan Aruch il a tranché. Ensuite, on ouvre les Mefarshim autour du Shulchan Aruch pour voir est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Et enfin, on arrive au Mishnah Berurah pour voir quelle est la conclusion. Et quand il s'agit de différence entre Minagim, Sfarad et Ashkenaz, alors à ce moment-là, on ouvre les Sfarim des Poskim Sfarad pour voir comment les Sfaradim doivent se comporter et comment les Ashkenazim doivent le faire. Voilà en résumé rapide, très rapide, une petite histoire depuis Bereshit jusqu'à notre Torah Temet. Voilà. Il y a des stades. 4 questions. J'ai attendu. Alors, allez-y, choisissez l'ordre. Pourquoi une distinction des chenilles? Parce qu'au fur et à mesure des Dorot, comme qu'il y a une différence entre les Tanaïm et les Amoraïm, c'est une différence, si on peut se permettre, de niveau, d'accord? Bien pareil. Il y a une différence de Rishonim Acharonim, une différence de niveau, on ne peut pas, difficile de s'exprimer sur des grands rabbanim, mais c'est sûr que voilà, il y a une différence de niveau. Acharonim, c'est jusqu'à aujourd'hui, ouais. Chazonish, ça fait partie des derniers, etc. Ça fait partie des nénés. Il y a eu le Gaon Mivilna, par exemple, évidemment, le Gaon Mivilna très connu, Rabbi Akiva Eger, le Chida, tout ça, ça fait partie des Acharonim. Est-ce qu'il y a encore des poskim après il y a encore aujourd'hui des poskim? Il y a Rabbeinu Gabriel, voilà, Bezrat Hashem, voilà. La place t'attend. C'est le dévoilement aujourd'hui. Au fur et à mesure. Aujourd'hui, il faut créer des Talmidei Chachamim
Pourquoi il y a Torah Temet? Il faut créer des Talmidei Chachamim, et Bezrat Hashem, eux vont à leur tour transmettre la Torah au tour d'après. Chaque génération a ses Talmidei Chachamim. Tu as parlé des dynimes. Ouais. Chaque génération, il y a Ouais. des dynimes. Comment ils font c'est toujours cette question. Comment ils font les gens Ah. Il a dit qu'il y avait un Aharonim qui ont donné des dynimes à chaque fois. Mais comment ils faisaient les gens de chaque époque sans ces dynimes? Il y a une vie. Comment il y a C'est quoi, comment ils on faisaient? arrive à la fin, on voit tout, on dit ok, alors on fait comme ci, on fait comme ça. Eh ben, ils avaient des rabbanim aussi. Ils demandaient à leur Rav comment on fait. Ils savaient trancher avec les Rishonim. Ils avaient les Rishonim. Les Rishonim, c'était leur Rav, par exemple, à l'époque des Rishonim. C'était leur Rav. Donc ils faisaient comme les Rishonim. Et dernière question, le Frida, Oui. Krida est né en 5484. c'est un Sfarad ou Un Sfarad. Il était au Maroc. Il a plein de minagim qui sont comme les Ashkénazes. C'est quoi comme les Ashkénazes? C'était le minag des Sfarad. C'est pas comme les Ashkénazes, c'était le minag des Sfarad. C'est eux qui ont pris. C'est le roche qui est au Maroc. Non, on voit dans la Halachot. Ouais. Il y a plein de trucs qui disent bon, les Sfarad ils font comme ça, les Ashkénazes ils font comme ça, mais les Marocains ils font comme ça parce que le Maroc c'est spécial. Pas souvent avec le Khida, avec le Roche par exemple. Ça oui, ils ont pris souvent le minag du Roche. Le Khida, il a pas beaucoup de... Non, pas toujours. Pas toujours. Non, ça dépend. Si on a une massorette claire du psaque, alors oui, sinon... Ouais. Sous une partie des minagim du Roche, ouais. Une partie des Marocains ont pris une partie des minagim du Roche. Vas-y Daniel, à toi. C'est lui qui est parti au Maroc, c'est le Maroc, donc il y a une Ashra. Je veux juste faire la caméra. A priori, quand on a parlé des Rishonim, on aurait pu comprendre qu'eux, ils allaient faire tout le travail, puisque ils sont plus forts que les Achronim. Et donc, on ne comprend pas tellement pourquoi les Achronim viennent derrière, d'une part, pour opposer aux Rishonim, et d'autre part, pourquoi les Rishonim ne sont pas déjà fait tout le travail. Je vous pose la même question pour les Tanaïm et les Amoraïm. Il y a eu la Mishnah et la Gemara. Un Mora ne peut pas être relègue sur une Mishnah. Alors justement, ça renforce la question. Comment est-ce que les Achronim peuvent venir relègue sur les... Ils sont pas cholkin sur les Rishonim. Ils expliquent ou bien ils tranchent. Mais un Acharon, en principe, n'est pas cholek sur un Rishon. Il peut choisir entre les Rishonim et trancher. Mais en principe, il n'est pas cholek. Pourquoi les Rishonim n'ont pas fait tout le travail? Autant que les Tanaïm n'ont pas fait tout le travail. Ça veut dire, à l'époque, ça leur suffisait, les gens se contentaient, ça suffisait pour comprendre les Mishnayot. Ensuite, il a fallu écrire la Gemara parce que il a fallu expliquer un peu plus. Voilà, il a fallu expliquer un peu plus pour que les gens comprennent mieux. Ensuite, les Rishonim sont venus pour expliquer la Gemara, pour que les gens comprennent mieux. Ensuite, la Charonim, etc. Et pardon aussi, il faut aussi adapter la halachot. Ça veut dire, il faut aussi adapter la halachot. Comme aujourd'hui. Voilà. Ouais. C'est vrai. On les mentionne, mais il faut savoir que quand il y a eu l'histoire de l'Akba Omer et que tous les Tanaïm de Talmidim de Rabbi Akiva sont Niftarim, il a ensuite retransmis la Torah à 5 Tanaïm uniquement. Et c'est de eux qu'on tire tout ce que... D'accord, mais les premiers, ils n'ont pas beaucoup parlé. On en entend pas mal. Beth Shammai et Beth Hillel, on en entend parler, par exemple. C'est souvent plus loin, mais c'est Ouais, les Zugot. Rabbi Shimon, Ben Yehozer, etc. Un peu moins. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais... Est-ce qu'il existe un sévère qui nous explique du début jusqu'à la fin quel passage étudier, par exemple, de la Gemara, de là à la Talmud,